m'appelle Benjamin Navet et je suis supporter du Paris Saint-Germain. J'ai raconté mon histoire dans 2 livres que j'ai logiquement intitulés « Je suis supporter du Paris Saint-Germain ». Aujourd'hui, je donne la parole à celles et ceux qui partagent la même passion que moi. Bonjour Odésio. Bonjour Benjamin. Alors Odésio, on te connaît un petit peu dans le milieu des supporters parisiens sous le surnom d'Odez, donc on va t'appeler Odez aujourd'hui. Allons-y. Peux-tu nous dire tout d'abord qui tu es ? Donc je m'appelle Odésio, surnom Odez, Dez pour les plus intimes, supporter du Paris Saint-Germain depuis très longtemps maintenant. Et comme le dit un de mes meilleurs amis, le Paris Saint-Germain, parce qu'on est là avant tout pour parler de ça, c'est peut-être la chose la plus importante des choses inutiles de ma vie. Ah, bon, on va y revenir. Voilà. Tout d'abord, je voudrais revenir sur tes origines. Ok. Je crois savoir que tu as des origines variées. D'un côté, les Pays-Bas, de l'autre côté, le Cap-Vert. Exactement. Est-ce que déjà ton amour du foot vient de là ou pas du tout ? Ah non, du tout. Les Pays-Bas, on pourrait penser qu'il y a une... Par la suite, Oui. mais c'est l'amour du foot est fortement lié à mon amour du Paris Saint-Germain, en tout cas à ma découverte du Paris Saint-Germain. Ça vient de mon père, voilà, tout simplement. D'accord. Et donc, voilà, tes premières relations avec le football, c'est le PSG. Oui, on va dire ça. La première relation directe avec le football, c'est le PSG. Tout jeune. Oh oui, 2 ans et demi déjà. C'est ton papa qui t'emmène au Parc des Princes ? C'est mon père qui m'amène au Parc des Princes. En fait, c'est là où je vais recouper avec mes origines. C'est que mon père est d'origine capverdienne. Je suis né aux Pays-Bas. Mon père travaillait à l'époque dans la marine pétrolière. Et jusqu'à mes 2 ans, donc j'habitais aux Pays-Bas. Je suis arrivé en France et ma mère travaillait énormément à cette époque-là. Et en gros, mon père, qui était un gros fan de football et un fan du Benfica, comme beaucoup de Capverdiens d'ailleurs, fan de football, on habitait à Boulogne-Billancourt, donc à quelques centaines de mètres du Parc des Princes. Il voulait y aller. Et ma mère lui a mis un stop en lui disant « Si tu veux y aller, il faut amener le petit. » D'accord. Oui, mais... C'était pas l'inverse. C'était il faut l'emmener. Ah, il faut l'emmener. Et ouais, mais il est petit. Bah, tu vas aller voir ton match, il faut l'emmener. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à 2 ans et demi à me retrouver au Parc des Princes. D'accord. Voilà. Et alors, donc ton papa est capverdien, supporter de Benfica, c'est important le football là-bas au Cap-Vert ? C'est très important. C'est limite une religion. Si c'est peut-être pas la deuxième, voire la première. C'est quelque chose de très important, ouais. Et là, en ce moment, d'ailleurs, l'équipe fonctionne plutôt pas mal, là. L'équipe nationale, ouais, peut-être un peu moins bien avec les qualifications en cours, mais à la dernière CAN, une belle CAN. C'est un petit pays, très jeune, indépendant depuis 75, qui va fêter ses 50 ans d'indépendance. Et le football est fortement ancré dans nos traditions, dans notre vie quotidienne. Et la sélection pousse, et elle pousse dans le football, mais également dans d'autres sélections sportives. Le sport est quelque chose de très important là-bas. Et donc mon père m'a, entre autres, m'a un peu... transmis cet amour du sport et du football dans son éducation qu'il a eu envers moi. Voilà. Et la maman, elle était... Parce que dans les années 80, les Pays-Bas, c'est une grosse équipe. La maman était fan. Oui, sur la fin des années 80. Alors, ma mère, pas du tout dans le sport. Pas du tout. Mais en fait, en grandissant, en comprenant un peu le football, etc., je découvre un peu l'histoire de l'Ajax, de Johan Cruyff, du 4-3-3, du football total, etc. Et bizarrement, indépendamment par le fait des Pays-Bas, qui n'était pas forcément une grosse nation jusqu'en 87-88, c'est quelque chose qui, moi, me parle en tant que petit garçon qui aime le foot. Des gars qui attaquent, des gars qui défendent, un jeu assez spectaculaire, différent de ce qu'on pouvait voir en plus à l'époque. Et surtout, un joueur, Marco van Basten, qui reste moi mon joueur préféré encore aujourd'hui. Voilà, c'est avant tout ça. Donc, c'est le PSG d'abord,
l'équipe de France aussi, Ouais. parce que mine de rien, 84-86 reste une page importante dans mon éducation footballistique. Et puis après, derrière, les Pays-Bas et après mon ouverture sur le monde du football au sens large. Okay. Voilà. Une grande pluralité. Exactement. Bah, c'est comment dire, c'est aussi comment te dire, c'est vraiment lié à moi, à ma personnalité et à l'éducation que j'ai eue. C'est-à-dire, on n'est pas tourné que vers notre nombril, il faut s'ouvrir aux gens, aux différentes origines, aux différentes traditions, peu importe, il faut vraiment s'ouvrir sur le monde. Mon père m'a transmis la culture du foot, mais également la culture des voyages, transmis également par les gens de ma famille, aussi divers et variés. Donc voilà, ça fait mon amalgame, mon ADN. Voilà. Alors justement, tu nous as dit 2 ans et demi, première fois au Parc des Princes, t'habitais pas très loin. Ouais. C'est quoi tes premiers souvenirs du PSG, du Parc des Princes? T'en as? T'en as oui, bien oui, sûr, oui. mais je veux dire, ils remontent à ce moment-là ou c'est très vague? Je suis quelqu'un qui a un très... J'ai des souvenirs qui sont vraiment ancrés très très loin dans ma vie. Première fois au Parc des Princes, tournoi de Paris. Je crois qu'il doit y avoir une équipe brésilienne et une équipe portugaise parce qu'à l'époque, grosse communauté portugaise et c'était un des premiers vecteurs dans la communication du club pour essayer d'attirer des gens au Parc des Princes parce qu'à l'époque, le Parc des Princes sonnait creux. Ouais, donc première fois, ça devait être un tournoi de Paris et du monde. Voilà, c'est vraiment moi le souvenir que j'en ai. C'est de rentrer dans un stade où il y a énormément de monde. Forcément, tu es impressionné. Beaucoup de gens vont aller dire oui, 2 ans et demi, 3 ans, qu'est-ce qu'un gamin fait dans un stade, surtout en plus à cette époque-là, où je rappelle qu'il n'y a pas cette culture du foot comme il peut l'avoir aujourd'hui en France et à Paris. C'est aussi les hooligans, c'est aussi pas mal de choses externes liées au foot, enfin autour du foot. Voilà. Moi, je grandis là-dessus avec ma première rencontre avec le Parc des Princes à 2 ans et demi où je rentre et je vois beaucoup de monde et du bruit. Voilà. Effectivement, comme tu l'as dit, ça doit être très impressionnant quand on est Ouais. si petit. Et ensuite, donc, tu habites pas très loin du Parc des Princes. Tu y reviens régulièrement, souvent, ou il y a un petit gap avant d'y retourner? En fait, je vis à Boulogne jusqu'à fin des années 80. Tout simplement. Après, je déménage à l'autre bout de la région, à Aulnay-sous-Bois, pour être très, très clair. Alors, je retourne au Parc des Princes en parcimonie. Lorsque j'étais petit, mon père, et surtout le meilleur ami de mon père, avait été proche d'un joueur du club. Donc, on bénéficiait de ses abonnements et de ses places de joueurs pour aller au parc. Quel joueur? Tu peux le dire ou... Non. Oui, on peut le dire, même si il n'est plus de ce monde. D'accord. Ngom, pour ne pas le citer. D'accord. Qui est décédé très, très jeune. Prématurément, exactement. Et donc, ils avaient ce relais-là au tout début. Donc, c'est comme ça que j'ai pu aller dans mes premières années au Parc des Princes. Et puis, par la suite, mon oncle avait ses petits réseaux pour avoir des places, etc. Et puis, encore une fois, à l'époque, on cherchait surtout des spectateurs, peu importe si c'était payant ou pas. Donc, c'était beaucoup plus simple de trouver des places. Et puis par la suite, lorsque je déménage, c'est vraiment parcimonie. Et puis quand je reviens sur Boulogne, il y a un peu plus de 15 ans, l'abonnement. Et puis derrière, je continue mes habitudes qui ont été interrompues par mon déménagement. Voilà, même si encore une fois j'étais gamin et que j'étais tributaire des adultes qui m'amenaient au Parc des Princes. Maintenant, je suis majeur et vacciné et libre de mes mouvements. Et le Parc des Princes... et le PSG rythme ma vie au même titre que mon boulot. Voilà. Et donc, il y a 15 ans, tu t'abonnes dans quelle tribune? Je suis en quart de virage et je crois que je dois atterrir sur la tribune K. Ouais, je dois être tribune K ou tribune A, je sais plus du tout. J'ai beaucoup de mal. Alors, au contraire des anciens historiques... qui se souviennent des portes d'antan et plus trop des portes d'aujourd'hui. Tribune A et K, a priori, c'est les quarts de virage qui entourent la tribune Boulogne. C'est ça. C'est ça. Très bien. Et alors, quels sont tes premiers
comment dire, pas tes premiers souvenirs, mais les premiers matchs vraiment qui t'ont marqué? Alors, moi, le premier match qui m'a vraiment marqué, et c'est assez drôle parce que c'est pas forcément un match qui est dans les mémoires des gens, c'est le PSG Bordeaux d'août 85. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être un des premiers matchs où je comprends le football. J'ai 6-7 ans. Je connais le football. Enfin, je connais le football. Je sais comment on joue au football. C'est ça, voilà. Tu commences à découvrir. En fait, on commence à apprécier un match de football, à s'asseoir pendant 90 minutes et à comprendre que ça défend, à comprendre que ça attaque. PSG Bordeaux, on gagne 1-0. Paris bat le Grand Bordeaux de l'époque et on est invaincu sur cette fin du mois d'août. Et c'est cette saison-là qui va amener le premier titre. Tout à fait. Et me demande pas pourquoi, c'est vraiment mon premier vrai souvenir, alors que j'y suis allé auparavant. Ouais. C'est vraiment le souvenir que je garde en tête parce que c'est vraiment le premier match que j'ai vraiment ce souvenir de regarder ce qui se passe sur le terrain et pas ce qui se passe autour de moi. Voilà. Et ton père, du coup, est devenu également supporter du Paris Saint-Germain ou il était juste fan de foot? Ah, vraiment pas, non. Non, c'est ça, c'est vraiment le fan, l'amoureux du football. Mais... Mon père n'a qu'un seul amour dans le football, c'est le Benfica de Lisbonne. D'accord. Il n'a pas, même en étant à Paris, il n'a pas il déteste le PSG. changé de maillot. Il déteste le PSG. En tout cas, il n'a pas d'affection ou d'amour particulière pour le PSG, même si il ne dit jamais non à venir au Parc des Princes, parce que je sais que quand même c'est un endroit qui lui est cher. Ouais. Un endroit que vous avez partagé ensemble aussi. Mais en fait, ça fait partie des héritages que j'ai mis très tardif, enfin que j'ai appréhendé de manière assez tardivement, quoi. Ouais. Parce que quand on grandit, bon, les parents, ils sont ce qu'ils sont, hein. Sauf qu'à un moment donné, tu te dis que si j'aime le foot, c'est parce que mon père il m'a éduqué là-dessus. Si j'aime le sport, c'est parce que mon père m'a amené là-dessus. La musique, les voyages. Et derrière, tu te dis finalement, en fait, mon père m'a transmis quand même pas mal de choses. Et puis et quelque part, cet amour du PSG, je le lui dois indirectement. Mmh. Qu'est-ce que pour toi être supporter du PSG ? Qu'est-ce que ça signifie ? Supporter du Paris Saint-Germain, tu veux que je te le dise honnêtement ? De la souffrance. De la souffrance. Aujourd'hui, sans vouloir jouer les vieux cons, c'est une histoire d'amour. Voilà, tout simplement, avec tout ce que ça comporte, les hauts, les bas, les différents sentiments, mais pour autant, ça est toujours la même depuis le début et j'en ai pas changé. Voilà, le PSG est là et il sera là jusqu'au bout. Et qu'est-ce que c'est la définition pour toi du Paris Saint-Germain ? Qu'est-ce que c'est ? La définition du PSG, qu'est-ce que ça peut être ? Pour moi, l'ADN du PSG, elle est diverse. Au niveau du terrain, pour moi, c'est l'amalgame entre paillettes et ouvriers. Je ne vais pas revenir sur Zidane et les Pavones de Florentino Pérez, mais c'est avant tout ça. C'est des besogneux qui sont entourés, ou plutôt qui entourent 2-3 stars sur le terrain. Pour moi, c'est ça la définition du Paris Saint-Germain. C'est l'équipe de la région et de Paris dans toute sa diversité, toute son ambiguïté, tout ce qui fait sa population en fait. Des gens riches, des gens très riches, des ouvriers, des gens avec peu de revenus, des chômeurs, des classes moyennes, des Parisiens, des Bretons, des gens d'origines diverses, des Africains, des Arabes, des Sud-Américains. Enfin, c'est vraiment... On retrouve au Parc des Princes ce qu'on retrouve dans la rue à Paris et qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres endroits. Pour moi, c'est vraiment...
pas le révélateur de la région, mais en tout cas, si je devais montrer à quelqu'un qu'est-ce qu'était la région parisienne, je l'amènerais au Parc des Princes. C'est ce mélange-là qui te plaît? Bah, c'est pas qui me plaît. Enfin, qui te plaît, tu te sens dans ton élément, du coup. C'est quelque chose... c'est exactement ça. En fait, c'est pas que ça me plaît, c'est que c'est mon environnement. Point. C'est l'environnement dans lequel je vis, dans un microcosme. Voilà. Et je retrouve, encore une fois, au Parc des Princes tout ce que je retrouve dans mon quotidien. Et je pense que, en tant que Parisien, c'est peut-être le seul lieu, mis à part le métro peut-être, où tu peux croiser des gens dans toute leur diversité sociale, religieuse, ethnique. Enfin bref, je pense que y a très peu de lieux comme le Parc des Princes dans notre région. Ouais. Tout à l'heure, je crois que tu as dit, si j'ai bien noté tes mots, le PSG, ce qui a eu le mieux dans l'inutilité, c'est ça? Non. Reprends la phrase. Mon pote Alex, que je salue, a coutume de dire que le Paris Saint-Germain, c'est la chose la plus inutile des choses. Non, c'est la chose la plus importante, pardon, même moi je m'y perds. C'est la chose la plus importante dans les choses inutiles de sa vie. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment la chose qui me définit totalement à travers ce club. Et du coup, le mot inutile, tu valides? Bah, inutile dans le sens où, à part la famille, la santé, il n'y a rien de plus important. Pour certains, peut-être le boulot. Et le PSG, et surtout le football, c'est pas forcément des choses qui sont utiles à notre vie, à notre quotidien. Et pourtant, ça rythme nos humeurs, ça rythme nos semaines, nos week-ends, nos vacances. Enfin voilà, c'est... Tu pourrais pas vivre sans. Je pourrais difficilement vivre sans. Tu pourrais difficilement vivre sans. Voilà. Donc finalement, pas si inutile que ça. Non, mais quand je dis inutile, c'est comment dire, c'est que c'est pas quelque chose qui est primordial. Il va falloir que je fasse attention à ce que je dis parce que ça l'est quand même. En fait, voilà, c'est toute l'ambiguïté. Le PSG, c'est ça. C'est toute l'ambiguïté que ça peut amener. C'est important, mais pas important à la fois. C'est utile, mais totalement inutile. C'est ouais, ça rythme ma vie. C'est un peu la définition d'une passion, finalement. Quelque chose qui n'est pas vital, mais qui pour nous l'est. Je crois que c'est beaucoup plus que ça, Benjamin. Beaucoup plus que ça. Parce que quand je vois mes humeurs, notamment après certains matchs, ouais, c'est totalement plus qu'une passion. Faut pas te parler des fois après un match. J'arrive à faire la part des choses. Maintenant, de toi à moi, il y a peut-être une chose, il y a peut-être un match où c'était très compliqué de venir me parler. C'est pas forcément le match auquel tu penses. D'accord. C'est le PSG Manchester, qui est pour moi beaucoup plus douloureux que le match auquel tu penses peut-être. Et où je me souviens en rentrant, je me souviens de ne pas avoir adressé la parole à mon ex à l'époque. Et sincèrement, c'est peut-être une des seules fois où j'ai regretté ma manière d'être après un match. Voilà. Donc PSG Manchester, le match retour au Parc des Princes où le fameux. avec le penalty et la main de Kimpembe. Oh, les 3 buts avec un seul tir, je crois. Je crois qu'il n'y a qu'un seul tir pour Manchester. Il y a 3 buts. Avec Buffon dans les buts. Buffon dans les buts qui n'a jamais fait une boulette de sa vie et qui là en fait une. Il y a tellement d'anecdotes autour de ce match. Le jeu de maillot incomplet qu'on a été obligé de floquer à la boutique du PSG. Les mecs de Manchester qui peuvent pas fêter ça après le match parce que le lendemain matin il y a de leurs joueurs qui accourent à 8h30. Et Alphonse Areola qui arrive en retard au stade et qui du coup est mis remplaçant. Exactement. Non mais c'est du n'importe quoi ce match. Je croyais que tu allais me parler d'une défaite contre Benfica, moi, c'est pour ça. Non, parce que déjà il y en a pas eu tellement. Tiens d'ailleurs, je fais une petite aparté là-dessus, on en revient tout à l'heure. PSG Benfica, c'est le seul match où mon père débarque chez moi en disant bon bah on y va à quelle heure.
Il sait même pas si je lui ai pris des places. Il est toujours accompagné de mes 2 oncles, justement, qui également sont des férus du club. Et c'est le match où je sais que ça va être un casse-tête parce qu'il faut que je me trouve des places impérativement. Parce que je sais que si je n'ai pas de place, je ne vais pas aller au stade parce que je ne sortirai pas de chez moi. Voilà. T'es prévenu, au moins tu le sais. Je sais, voilà. Et eux le savent. Le dernier déplacement à Benfica, justement, en Ligue des Champions. Écoute, très bien. Mis à part peut-être le 1 partout. Alors bien évidemment, j'avais le fameux oncle qui m'amenait quand j'étais petit, qui habite à Lisbonne. Et voilà. Et je savais, il m'a même pas demandé, mais sa place était obligatoire. Donc c'était aussi une manière de le remercier pour ce qu'il a pu faire pour moi à travers cette ce que tu disais tout à l'heure, cette passion. Non, bon match, un bon déplacement, un score. Ouais, je suis comme dégoûté du score encore aujourd'hui. C'était quoi, il y a 2 ans. Oui. Et puis, ouais, les fouilles au niveau du stade qui restent quand même dans la tête. Mais bon. Oui, c'est autre chose. Autre chose. Tu as connu le PSG des années 80, des années 90, des années 2000, des années 2010. Des générations assez différentes pour le club. Quelle est ta vision du PSG aujourd'hui et l'évolution ? Club jeune et qui a vécu, comment te dire, les soubresauts de la vie d'un jeune homme qui traverse l'enfance, l'adolescence, le début de sa carrière professionnelle, la vie où il se pose, une vie un peu entre deux. Enfin, c'est vraiment ça, le PSG. C'est vraiment, sur 50 ans, ce qu'on peut vivre en tant qu'homme dans nos 30-35 premières années, je pense. Et aujourd'hui, ce qu'il est devenu ? Sur ce qu'il est devenu, je suis pas... Sincèrement, je suis pas si mécontent de ça. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être mieux. Mais je suis content de ce qui est devenu le Parc des Princes, enfin le PSG, pardon. Faut que je dissocie les choses. Ce qui est devenu le PSG, voilà. Il y a des choses sur lesquelles je suis pas forcément raccord, mais il y a des choses où je suis assez content d'être supporter de ce club, oui. Et toi, tu travailles, tu es directeur commercial, tu maîtrises un peu voilà, tout ce qui est commerce, communication, etc. Aujourd'hui, le PSG, est-ce que c'est la plus grande marque de sport au monde ? Oh, peut-être pas la plus grande marque au monde, mais tu sens très clairement que depuis une dizaine d'années, ça a totalement changé. Même toi, quand tu voyages, tu vois davantage de maillots, tu vois le logo, tu affirmes peut-être avec un torse un peu plus bombé qu'avant que tu es supporter du PSG. Enfin, aujourd'hui, être supporter du PSG, ça veut dire quelque chose, que tu sois à New York, à Londres, à Kuala Lumpur ou à Brazzaville, quoi. Donc, à ce niveau-là, je suis assez fier de ce que le club est devenu. Ouais. Et justement, cette image-là est très importante pour les Qataris, d'avoir une marque mainstream, j'allais dire, finalement. Je pense qu'elle est importante pour tous les propriétaires, même pour les propriétaires passés du club. Je pense que en dehors de cet éclat international, l'image du club a toujours été importante pour Monsieur Borrelli, pour Canal, pour Colonie Capitale, quoi qu'on puisse en dire, et pour les Qataris. Donc après, derrière, c'est vrai que les Qataris ont donné ce côté peut-être un peu plus international et un peu plus en phase avec le monde global tel qu'il est aujourd'hui. Mais je suis pas sûr que ce soit si différent que ce qu'on a connu dans les années 90 quand c'était Canal, à une autre époque. À une autre époque. Ouais. Tu viens de me dire que dans l'évolution du club, il y avait des choses que tu n'appréciais pas trop aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ? Écoute, il y a beaucoup de gens vont te dire que la direction sportive, Nasser, direction sur le terrain, les gens vont pas l'apprécier. Moi, c'est surtout l'évolution des supporters. Comme je dis souvent, on se comporte comme des supporters de Real sans avoir les vitrines derrière. On a 50 ans, on n'a rien accompli, quoi qu'on en dise, on n'a encore rien fait. Et on se permet... alors encore une fois, certains vont me dire que c'est le droit absolu du supporter là-dessus, mais on manque de bienveillance, quoi. On est tout le temps, tu vois, on a perdu sur ce début de championnat, on a perdu notre premier match à Arsenal. Cette victoire, on fait avant, ou en tout cas 7 matchs sans défaite. On perd contre Arsenal, il faut tout brûler. Chaque année, tu as l'impression que c'est des années
des années de merde. Regarde l'année dernière. On gagne tout. On perd en demi-finale de Ligue des Champions. C'est une saison ratée. Non mais, on est qui pour dire ça ? Est-ce qu'on n'est pas des enfants gâtés du coup aujourd'hui ? Ah oui, on a la bouche pleine de caviar, bien évidemment. Et on ne sait plus apprécier les choses. Et on ne mesure pas la chance qu'on a d'avoir un club qui a pris cette envergure-là. On ne mesure plus l'importance des choses accomplies. Oula, j'ai du mal avec mon français. On mesure pas les choses accomplies. Un titre de champion de France reste un titre de champion de France. Une Coupe de France, et je suis profondément attaché à cette compétition-là, parce que c'est aussi notre compétition de prédilection dans notre ADN. Dans notre ADN, tout à fait. Une Coupe de France, ça reste important. Dans les années où on bouffait notre pain noir et on n'avait rien dans notre assiette, contrairement à d'autres clubs, on avait toujours quelque chose à manger à Graille, comme dirait un de mes cousins que je salue. On avait toujours quelque chose à inscrire dans notre palmarès. Voilà, soyons mesurés, soyons bienveillants. Il y a des choses qu'on peut ne pas aimer. Du président à l'entraîneur ou à certains joueurs, etc. Sauf que la saison commence le 1er juillet, ça se termine le 30 juin, et que pour moi, un supporter a le droit d'être mécontent, pas de souci, mais on se doit aussi de supporter notre équipe du 1er juillet au 30 juin. On fera les comptes le 30 juin, voire même avant, vu que les saisons finissent avant. Mais, il y a la voilà, Coupe du Monde des clubs cette année, ça va finir plus tard. Même. Oui, ça va finir plus tard. Mais tu vois, par exemple, la saison de l'année dernière, c'est typiquement le type de saison où on doit apprendre à être patient. C'est-à-dire qu'en début de saison, c'était pas terrible, parce qu'on avait un coach qui avait ses idées, qui a construit petit à petit, brique après brique, son idée de jeu. On a vu, après le match contre Toulouse, tout ça se mettre en branle et se mettre en route. Ça n'a peut-être pas été parfait à chaque fois, mais en tout cas, on a vu sur les 6 derniers mois que ça avait une certaine cohésion. Voilà, moi c'est ça que j'attends. C'est qu'on est derrière un coach, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. On est derrière le coach, on est derrière le collectif. Et ça ne sert à rien de les siffler, ça ne sert à rien de vouloir tout brûler, tout remettre en question et à chaque mercato de vouloir vendre 15 joueurs pour en prendre 20 autres. Enfin voilà, comme tu dis, on est devenus des enfants gâtés. Supportons notre club tout simplement. Et on verra à la fin. Est-ce que c'est pas le discours des propriétaires qataris quand ils sont arrivés au tout départ qui ont laissé justement le rêvon plus grand? Alors effectivement, le club est devenu plus grand, comme tu dis, il gagne toutes les coupes, mais le plus grand dans l'esprit, c'est la Ligue des Champions. Oui et non. Je pense qu'il y a aussi notre parisianisme qui a beaucoup joué, parce qu'ils ont quand même, non pas flatté notre ego, mais ils ont été en adéquation avec ce que nous, on estime être. Libre à chacun de penser si on est ce qu'on pense être. Mais en tout cas, on a toujours crié une équipe à Paris. Là, on a eu une équipe à Paris, on a eu les moyens. Enfin, sincèrement, comme je dis souvent, on n'aime pas Nasser, on n'aime pas les Qataris, mais on a le Père Noël qui a débarqué chez nous. Il n'a pas débarqué à Manchester, il n'a pas débarqué il n'a pas débarqué à Arsenal, il n'a pas débarqué à Dortmund, il a débarqué au PSG, les gars. Il est venu chez nous. On a gagné au loto. Et on se permet de ne pas être content. Putain, sincèrement, c'est... vous voulez quoi? Qu'on revienne à l'équipe qu'on a eue en... je vais peut-être pas te citer des années, mais avec un certain actionnaire américain qu'on a eu. Enfin, franchement, arrêtons de faire les nouveaux riches, de faire les enfants gâtés. Apprécions les choses. On est un club qui évolue. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé dans d'autres clubs légendaires qu'on n'a pas mangé. Une élimination au premier tour, une non-qualification en Champions League. Chaque année, on est en Champions League. Chaque année, on sort des poules. Chaque année, on a des joueurs. Chaque année, on a quelque chose à inscrire à notre palmarès. Apprécions les choses, quoi. Soyons bienveillants. On manque vraiment de bienveillance vis-à-vis de cette équipe et de ce club. La patience. Exactement, la patience. On est un club tout jeune, les gars. On est un club tout jeune. Il y a des clubs qui ont attendu et qui attendent toujours des succès, alors qu'ils sont là depuis 2 fois plus longtemps que nous. Tu as un podcast. Oui. Qui s'appelle Paris by Match. Paris by Match. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Écoute, c'est une idée qu'on a eue avec un cousin et puis différents amis.
parce que dans notre groupe WhatsApp, parce qu'on a des groupes WhatsApp au pluriel pour débriefer des matchs du Paris Saint-Germain et de l'actualité. Et un jour, on se dit des choses intéressantes entre nous. Ce serait pas mal de pouvoir les partager et donc on a eu l'idée de faire ce podcast et 1 à 2 fois par semaine, à chaque fois qu'il y a un match de Paris Saint-Germain, on fait un petit débrief entre nous sur une petite heure de ce qu'on a trouvé du match, de la partie tactique, de nos tops et nos flops, qui est aujourd'hui une de nos rubriques favorites, et puis après derrière une petite discussion autour de l'actualité du club. Voilà. Et alors on peut le trouver sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes, Paris by Match, n'hésitez pas, également sur tous les réseaux sociaux, Twitter, enfin X pardon, Instagram, et puis sinon sur toutes vos applis de podcast, Spotify, Apple, etc. Paris by Match, voilà. Alors j'ai vu que tu le présentais comme ça, il est écrit « Sans prétention, en totale détente, débrief entre amis, rien de plus, rien de moins ». C'est ça là, ta vision du ton rapport avec le PSG en totale détente. Alors en tout cas, c'est la vision qu'on a pour ce podcast, dans le sens où on n'a pas la prétention de se prendre pour autre chose que nous sommes, c'est-à-dire des gars dans leur coin anonymes qui parlent foot entre eux. Et on voulait garder justement cette liberté de ton et puis ce ton de discussion entre potes, comme peuvent l'avoir X milliers, si c'est pas millions de supporters parisiens, avec nos mots, avec nos émotions. Voilà. Et on se prend pas pour des journalistes, on n'essaye pas non plus de courir au vu et de faire du sensationnalisme et de courir après le nombre d'écoutes, le nombre de retweets ou de vues sur Instagram. Ça nous intéresse pas du tout. Notre idée, c'est vraiment de montrer notre vision du PSG, de pas retenir tout ce qui est comment dire, autour du club qui nous intéresse pas. Nous, c'est vraiment parler tactique, parce qu'on est aussi des passionnés de tactique, on est des passionnés de football, on est des passionnés de technique, on est des passionnés du PSG, et en fait c'est un melting pot de tout ça à travers notre podcast. Vous parlez terrain 4-3-3. Le 4-3-3 est pas trop en vogue en ce moment au PSG, oui, mais dans le football d'aujourd'hui peut-être un peu moins, mais ouais, on est vraiment là-dessus, on attaque tous, on défend tous, parce que c'est un peu la tactique, oui, de cette saison. On travaille collectivement en tout cas. C'est ça. Comment tu vois le Paris Saint-Germain dans 20 ans, alors que ce soit sportif ou extra-sportif? Écoute, j'espère qu'il sera toujours sur pied, j'espère qu'il sera toujours le premier club français et un des premiers clubs européens. Voilà, c'est ni plus ni moins de continuer à être le club, alors qu'il va évoluer certainement, mais de continuer à être le club qu'il est, c'est-à-dire représentatif de sa région, de sa ville, d'une certaine... Comment t'expliquer ? D'une certaine vision des choses. Moi, il y a quelque chose au niveau du PSG que j'aime bien, c'est le côté irrévérencieux. C'est-à-dire, continuer à ne pas nous aimer, on n'a aucun problème avec ça. Et on aime ça. Et là où si justement on est aimé de tous, ça nous poserait... Enfin, je pense que ça doit être pareil pour toi. Si on était le club le plus aimé de France, il y a quelque chose qui nous va pas, quoi. Mais du coup, ça te dérange pas que le club soit aimé partout dans le monde, comme tu disais tout à l'heure, d'avoir des maillots partout? C'est pas quelque chose qui est un peu contradictoire? Non, parce que pour moi, à l'international, c'est totalement autre chose. On est en dehors du stade, on est en dehors de tout notre microcosme parisien. Qu'on ait des fans à travers le monde, j'ai aucun problème avec ça. Il y a des Parisiens partout dans le monde, il y a des gens qui ont grandi également avec le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on recrute des joueurs étrangers qui ont grandi aussi avec les exploits du PSG, hein.
un Nuno Mendes qui est fan du PSG alors qu'il n'a aucune attache avec Paris, avec le PSG, c'est quand même incroyable. Et on va en avoir de plus en plus. Moi, ça me va très bien. Ouais. Maintenant, le fait qu'on soit pas aimé en France ou autre, ça ne me dérange, mais alors vraiment pas. Ça, c'est important du coup. Important, je sais pas, parce que quelque part, c'est assez malsain, mais c'est aussi très parisien avec notre arrogance, notre côté. Tu vois, c'est un peu comme Messi qui débarque de Barcelone, tu vois. C'est quand même, moi, il y a plein de gens qui me disent, mais comment vous faites pour ne pas aimer un gars comme ça? Je dis, c'est pas qu'on l'aime pas, c'est que ce qu'il a fait dans sa petite ville là d'Espagne, c'est bien sympa, mais nous, tant qu'on l'a pas vu de nos yeux vus, c'est rien du tout. Et Paris, c'est ça, quoi. C'est aussi ce côté-là, et on le retrouve avec le PSG. Encore une fois, ce sont mes mots, ce sont mon appréciation des choses. Elle est peut-être pas partagée par d'autres supporters parisiens, mais ce petit côté paillette, ce petit côté arrogant, c'est quelque chose qui me va très bien, parce que c'est aussi l'essence même du Parisien. Tout à fait. Et pas forcément partagé, mais justement, c'est aussi l'objectif de ce podcast, c'est qu'il y a autant d'opinions qu'il y a de supporters, et donc c'est de mettre en avant toutes Moi, je suis pour, justement, que chacun ait son idée des choses, qu'il défende son idée, que moi, je suis là à écouter toutes sortes de sensibilités. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, le PSG et le Parc des Princes, c'est aussi ça, quoi. C'est une diversité sociale, idéologique, ethnique, peut-être, oui, religieuse. Enfin, voilà, quoi. C'est toute une diversité, et puis voilà, c'est comme ça, et c'est très bien. Si tu devais me citer un président dans l'histoire du Paris Saint-Germain, ce serait lequel? Question un peu compliquée. Francis Borrelli. D'accord. Voilà, j'hésite pas, il faut trancher. Francis Borrelli, parce que beaucoup d'amour pour cette personne-là, pour ce qu'elle a accompli, pour ce qu'elle s'est battue, pour ses coups d'éclat également. Quelqu'un qui aimait profondément son club. Je dis pas que les autres l'ont pas aimé, hein, mais lui, c'est pas pareil. Je sais pas pourquoi, c'est pas pareil. Très bien. Et si tu devais me citer un entraîneur? Oula. Est-ce que je peux t'en citer deux? Allez. Un, Arthur Georges, qui est pas mon premier choix, pas le côté portugais. Alors là, vraiment, rien à cirer. D'accord. Non, parce que c'est un coach d'envergure qui est venu au PSG et qui a un peu construit la maison PSG. C'est quand même avec lui qu'on a eu, alors c'est pas les premiers trophées, mais c'est quand même lui qui a écrit. On a eu Houillet auparavant, mais c'est quand même Arthur Georges qui a construit les fondations du PSG moderne, même si son jeu était pas forcément très moderne, mais en tout cas les premières réussites du PSG, on les lui doit. Un jeu pas très moderne, mais efficace. Efficace, et qui nous a amené très loin. Ça nous a amené très loin, et qui nous a amené aussi une certaine identité de jeu à une certaine époque. Mais sinon, mon coach favori, et qui est peut-être aussi le coach favori, enfin qui est surtout mon coach favori de l'RQSI, Unai Emery. D'accord. Voilà. Je sais que c'est pas forcément le choix qui va faire l'unanimité, bien au contraire. Mais moi, c'est vraiment le coach avec lequel je me suis senti le plus en phase. Ouais. Restera à jamais le coach qui a perdu le fameux match. C'est peut-être pour ça aussi l'image négative que certains peuvent avoir aujourd'hui. Malgré lui. Malgré lui. Voilà. Très bien. Et partons pour Arthur Georges et Unai Emery. Ouais. Si tu devais, alors on va faire comme dans ton podcast, tiens, au niveau des joueurs, tu vas me citer un top et un flop dans l'histoire du PSG. Et on a les mentions spéciales aussi. Allons-y. Dans l'idée des tops et des flops, on a le droit à 3 choix, peu importe qu'ils soient top ou flop, et une mention spéciale, qu'elle soit positive ou négative. Voilà.
Je vais un peu déroger et faire un petit écart dans ton truc. Mon joueur favori, Safet Suzic. Pour moi, il symbolise beaucoup de choses. Après, dans mes tops, tu me prends un peu au dépourvu parce que j'ai jamais vraiment pensé à cette chose-là. Putain, c'est compliqué ce que tu me racontes là. En tout cas, il n'y en a pas qui se dégagent, a priori. Il y en a beaucoup, ouais. Il faut que j'en trouve un, mais ça fait, t'as eu un Rai, t'as eu un Rocheteau. Il faut quand même un joueur qui symbolise le palmarès, un joueur qui. C'est pas évident. Franchement, c'est pas évident parce qu'on a eu la chance d'avoir des joueurs qui ont marqué. Allez, on va partir pour Safet Suzic, qui coche pas toutes les cases, mais on va aller sur un top avec Safet Suzic. Ouais. Et c'était un artiste déjà. Il choisissait ses matchs, grand artiste qui tenait le club à bout de bras à une certaine époque. Pour moi, c'est vraiment le leader, le joueur qui faisait la pluie et le beau temps. Super joueur, un des premiers étrangers qui ont changé le club. Ouais. Un peu sur le terrain, un peu un Rai avant l'heure. Ouais, un Rai avant l'heure, vraiment. Ouais, vraiment. Non, beaucoup d'amour pour Safet. Voilà. Et alors un flop. Le joueur peut-être sur lequel j'avais fondé beaucoup d'espoir et qui m'a pas amené ce qu'on aurait dû avoir. J'ai 2-3 noms en tête, mais il va falloir que je tranche. Tu peux citer les 2-3 noms hein, avant de trancher. Écoute, pour moi Mbappé. D'accord. Quoi qu'on en dise, pour moi c'est un joueur qui aurait pu nous amener loin, mais c'est peut-être pas lui que je vais prendre dans mes flops. Ce ne sera surtout pas Neymar. Il y a Javier Pastore aussi, mais je ne le citerai pas. Dans les flops, j'irais peut-être te dire... j'ai beaucoup de regrets sur le passage de JJ Okocha. D'accord. Vraiment. Ouais. Vraiment, c'est vraiment peut-être le joueur... la période est pas simple. Il arrive en 98 après. Il arrive en 98, on n'est pas dans la bonne période. Je vais plutôt aller sur JJ. Là, finalement, c'est un peu des artistes que tu nous cites, mais qui finalement ont fait le spectacle, mais qui n'ont pas eu les titres qu'on espérait avec eux. Chacun à leur niveau, bien sûr, puisque Mbappé et Neymar ont apporté tous les titres, mais on attendait autre chose. J'ai peut-être un autre flop. Ah, dis-moi. Je vais peut-être pas me faire des amis, j'irai plutôt sur Ronaldinho. Excuse-moi. D'accord. Flop Ronaldinho. Gros regret sur son passage, qu'on n'ait pas pu faire quoi que ce soit avec ce joueur dans le club. Voilà. Oublie Okocha, oublie tout ce que j'ai cité. Ronaldinho, pour moi, mon flop. On est un peu dans la même logique de ce que je venais de dire. C'est un artiste, ouais. Après, ça reste des joueurs qu'on a recrutés et sur lesquels on fondait aussi beaucoup de choses. Ronaldinho, au contraire des autres, c'est que les autres ont été remplacés par d'autres. Ronaldinho a été remplacé par d'autres, mais c'est peut-être le seul joueur où on s'est dit, en attendant peut-être d'autres, à la fin de leur carrière, où on s'est dit, putain, on a eu Ronaldinho dans notre équipe, on n'a rien gagné. C'est quand même incroyable de se dire ça, quoi. Est-ce que c'est la faute de Luis Fernandez ou de Ronaldinho ? No comment. No comment. Et alors, je crois qu'il a été remplacé par Branko Boskovic, numériquement en tout cas. Quand il est parti, c'est lui qu'on est allé recruter pour. Ouais. Voilà. Qui avait mis un but, voire deux d'ailleurs, au Vélodrome. Ceci dit, comme Ronaldinho. Ce qui fait qu'on l'a pas oublié, mais qu'il est quand même tombé dans l'oubli. Très bien. Tu m'as donné tes tops, tes flops. Tu m'as parlé d'une mention spéciale dans ton podcast. Alors, on a les mentions spéciales et les mentions négatives. Mention spéciale, Javier Pastore. Comment te dire, l'homme du renouveau, l'homme qui nous a donné de l'espoir, l'homme qui nous a rendu aussi de la fierté, super joueur sur le terrain,
Un numéro 10 quand on n'en fait plus, putain, je t'en parle comme si c'était la femme, la plus belle femme que j'ai vue de ma vie. mais beaucoup d'amour pour Javier. Il symbolise pas mal de choses. On n'a pas réussi à faire beaucoup de choses avec lui, même si on a du palmarès, même si on a des coups d'éclat, même si on a des matchs légendaires. Mais c'est vraiment un joueur où je me dis, s'il n'avait pas eu ses soucis au mollet et si on n'avait pas eu... si ce serait donné plus peut-être, si on n'aurait pas fait plus, mais à la limite, je m'en fous. J'ai eu la chance de le voir jouer. Et franchement, quelque part... C'est peut-être la seule chose que je conclurai à travers son nom, c'est que je m'en fous de ce qu'il a apporté. À l'instar peut-être d'un Ronaldinho, je m'en fous de ce qu'il a apporté, je l'ai vu. Voilà. Suzic, Okocha, Ronaldinho, Rai, Neymar, Pastore, et c'est une belle liste quand même. Belle liste, je peux inclure également Ginola, qui est un joueur qui est très important à mes yeux, Di Maria surtout. Di Maria, pour moi, top 3 des légendes du club. Sincèrement, Benjamin, si je devais peut-être retenir un joueur de toutes ces années, faire abstraction de beaucoup de choses au niveau personnel, etc., c'est peut-être Di Maria que je retiendrai. Ouais, c'est peut-être Di Maria que je retiendrai. Très bien. Si tu devais me citer un match du PSG, alors le flop, tu nous en as cité un tout à l'heure, PSG Manchester United, un grand match du coup. Le 4-0 contre Barcelone. Match aller. Oh là 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 là. Sincèrement, c'est le match que j'aurais rêvé voir d'une équipe n'importe laquelle et que je voyais peut-être à la télévision sur quelques occasions sur mes 30, 40 années en tant que spectateur, téléspectateur. Et là, fait par mon équipe favorite, c'était, franchement, j'ai tout vu ce soir-là, quoi. Tout ce que j'aime, je l'ai vu ce soir-là. Le petit qui bouscule le gros, au niveau tactique, au niveau physique, au niveau engagement. Franchement, on a coché toutes les cases ce soir-là de ce qu'un fan de foot attend du football, quoi. Et 10 sur 10 quasiment sur toute notre prestation. Et on s'y attendait pas en plus. Avant le match, c'était pas le scénario forcément. On s'y attendait pas. Alors, pour rappel, on a la blessure de Thiago Silva la veille. Tout le monde catastrophé en se disant « Oh là là, Kimpembe, il va se faire manger par Lionel Messi. » Moi, sincèrement, j'y croyais. Ouais. Je voyais pas, bien évidemment, je voyais pas les proportions que ça a pris sur ce match-là, mais je m'attendais pas à ce qu'on soit ridicule. Je voyais pas une défaite, mais je suis sorti du stade, et j'étais en lévitation entre chez moi et le Parc des Princes, mais je planais, j'étais à 20 cm du sol, mais c'était incroyable. Et t'étais au match retour? J'étais entre deux endroits. J'étais à la fois première mi-temps, j'étais avec des amis. J'ai dû aller voir nos amis respectifs chez Marzetto que je salue. Et puis je suis reparti après chez mes amis qui étaient pas très loin d'ailleurs. Soirée à oublier. On oublie alors. Ouais, à oublier parce que. Un traumatisme, ça s'oublie? Non, c'est pas un traumatisme sportif. C'est un traumatisme par rapport à ce que je n'aime pas dans le football et ce que je n'aime pas dans le monde tout court, l'injustice. Voilà. Parce que je pense, et je fais partie de ceux qui pensent que ce soir-là, on n'a pas été arbitré, je choisis mes mots, on n'a pas été arbitré comme il aurait fallu être. Alors bien évidemment, on les a encaissés les buts, mais que s'il y avait eu un arbitrage réglo, on aurait sans doute pris beaucoup de buts, mais on en aurait marqué au moins 2 et on serait certainement pas éliminé. Voilà. Ça reste ma conclusion sur ce match-là. Très bien, très bien. Pour moi, Manchester reste beaucoup plus scandaleux ouais. et caractéristique de ce qui est devenu le PSG dans son ensemble, plus que le match contre Barcelone.
Le Paris Saint-Germain était beaucoup plus responsable de l'élimination contre Manchester que contre Barcelone. Pas que. T'étais au stade sur le match de Manchester ? Oui. Je pense qu'il y a peut-être un peu trop de décontraction sur l'entame du match. Il y a eu 1 ou 2 faits de jeu dès le début du match qui nous a pas mis dans le bon sens. On a su se reprendre. Par contre, quand on encaisse le deuxième but, si tu te souviens bien, il y a eu comme une sorte de torpeur qui s'est installée sur le terrain, mais qui est descendue des tribunes. Les gens ont commencé à respirer, à retenir leur respiration, et c'est comme si on faisait une sorte de Genki Dama pour les fans de Dragon Ball Z, de toutes nos ondes négatives qui ont été sur le terrain. C'était incroyable. À partir du moment où on a pris le deuxième but, on ne savait pas comment, parce qu'ils n'ont rien montré ce soir-là, mais on savait qu'on allait prendre ce troisième but. D'où le traumatisme peut-être de l'année d'avant. C'est différent. Franchement, c'est différent. On avait ça peut-être en tête et on disait ça recommence. Ouais, sans doute, mais sans doute, oui, c'est peut-être là-dessus, parce qu'il y a l'année d'avant, mais il y a aussi toutes les autres années auparavant. Hein. C'est les éliminations à Barcelone déjà en 2013, c'est Chelsea, c'est tous ces matchs-là, puis également nos grands matchs des années 90. Hein. C'est aussi ça, mais ouais, Manchester, c'est vraiment... Et c'est là où je te dis que c'est aussi une caractéristique de ce qu'on a chez les supporters aujourd'hui, c'est beaucoup d'ondes négatives autour du club qui rejaillissent d'une manière ou d'une autre sur ce qui se passe sur le terrain. Et ça, c'est peut-être une des choses que je n'apprécie pas trop sur l'évolution du PSG de ces 10 dernières années. Voilà. D'accord. Pour finir sur une note positive, quel serait ton meilleur déplacement ? On a fait combien à peu près, tu sais ? Des déplacements, j'ai dû en faire en Europe parce que je fais surtout ceux en Europe. Ça me permet de faire des week-ends en pleine semaine, de couper ma semaine. J'en ai fait, je compte même plus, une quinzaine, vingtaine. C'est quelque chose d'assez récent parce que par manque de temps, manque de moyens, manque également de fermeté par rapport à mon emploi du temps. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à faire tout doucement, et aujourd'hui c'est quelque chose qui me plaît énormément, et je me demande même, à l'instar de beaucoup de mes collègues dont toi, si c'est peut-être pas une chose que je préfère comparé à certains matchs au parc. Ouais. Il y a un environnement, comme tu dis, tu profites. Les amis avec lesquels on fait les déplacements. Après, derrière, les matchs le dernier Barcelone-PSG, à Montjuic, franchement c'était incroyable. Franchement, fallait le vivre. Il y a des déplacements qui ont été sympas, hein, que je garde en tête. Malmö, Benfica, Sociedad, Dortmund, malgré la défaite. Mais ouais, le match à Barcelone, le 4-1, incroyable. Le scénario, l'avant-match notamment, qu'on a partagé, toi et moi. Au milieu des supporters barcelonais un petit peu virulents. Et ta maman, que je salue également. L'avant-match était un peu compliqué, mais toute cette soirée-là a été incroyable, vraiment. Très bien, très bien. Si tu avais un mot de la fin adressé à quelqu'un, à qui tu veux, ce serait quoi ? N'écoute pas ce qu'on te dit, viens au Parc des Princes et on en reparlera. Merci Odésio. Merci Benjamin. Vous venez d'écouter Je suis supporter du Paris Saint-Germain, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour partir à la rencontre d'un nouveau supporter.